Je m'appelle Thomas Verdier, j'ai 53 ans. Je suis archéologue sous-marin. J'ai passé plus de temps sous des coques qu'à table avec des amis. Je sais reconnaître un mur au toucher, même quand la pierre est mangée par le sel. Je sais aussi que la mer n'a pas d'intention. Elle ne protège rien. Elle ne révèle rien. Elle conserve. Elle écrase. Et elle attend. Si j'écris, ce n'est pas pour me faire plaindre. Ce n'est pas pour me faire croire. C'est parce que ce que nous avons trouvé ne devait pas rester seulement dans nos têtes. J'ai appris trop tard que les découvertes ne sont pas seulement des preuves, ce sont des appâts. Elles attirent les curieux, les ambitieux, les prédateurs. Et quand l'eau devient un rideau, certains hommes se sentent autorisés à tout. Tout a commencé un soir banal à Marseille. J'étais dans mon appartement près du Vieux-Port. La fenêtre vibrait légèrement, comme toujours, à cause du vent et des mâts. Je revenais d'une mission au large de la Sicile. Une fouille de routine sur une épave antique. Du travail propre, utile, sans éclat. C'était ce que j'avais appris à accepter. Avant, j'avais voulu l'éclat. Avant, j'avais voulu être celui qui ouvre une page nouvelle. Et puis j'avais publié un article qui avait mal vieilli. Pas parce qu'il était faux, parce qu'il dérangeait. 15 ans plus tôt, j'avais suggéré que certaines anomalies sous-marines en Méditerranée pouvaient correspondre à des occupations très anciennes. Antérieures au néolithique local, j'avais pris des précautions. J'avais écrit au conditionnel. J'avais cité des géologues, des paléocéanographes, des modèles de niveau marin. Mais le mal était fait. Dans les couloirs, on n'a retenu qu'un mot. Atlantide. Je ne l'avais pas mis en titre. Je ne l'avais pas brandi. On me l'a accroché au cou comme une cloche. Après ça, les financements sont devenus rares. Les invitations aussi. Les sourires, eux, n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de forme. Des sourires polis. Des sourires qui disent tu es compétent, mais tu n'es pas fiable. Alors j'ai travaillé ailleurs. J'ai fait de l'archéologie de sauvetage. J'ai accepté des contrats où l'on documente vite parce qu'un chantier arrive. J'ai continué à plonger. J'ai continué à chercher, mais en silence. Ce soir-là, j'étais fatigué. J'allais me coucher tôt. J'avais laissé mon ordinateur allumé pour transférer des photos vers un serveur. Une notification mail est apparue. L'expéditeur était une suite de lettres et de chiffres. Le sujet disait seulement « Vous aviez raison ». J'aurais dû supprimer. J'en reçois des messages. Des amateurs qui jurent avoir trouvé un trésor. Des gens qui confondent un rocher avec un temple. Des personnes qui veulent un nom connu pour légitimer leurs rêves. Mais ce sujet-là a touché quelque chose en moi. La blessure vieille. La colère froide. Le besoin de savoir. J'ai ouvert. Le message était court. Pas de formule. Pas de signature. Il disait qu'on m'envoyait des données confidentielles issues d'un relevé industriel. Il disait que les structures ne devraient pas être là. Pas à cette profondeur. Pas avec cette géométrie. Il disait de ne pas en parler avant d'avoir vérifié. Et il répétait « Vous aviez raison ». Il y avait des fichiers. Lourds. Des images sonars. Des mosaïques bathymétriques. Des coordonnées. Un document technique avec des paramètres de capteurs. J'ai téléchargé, j'ai attendu que le transfert finisse. Et je me suis dit une dernière fois que c'était un piège. Quand j'ai ouvert les premiers rendus, j'ai senti mon cœur accélérer. Sur l'écran, la mer devenait un relief. Un plateau, puis une pente qui plongeait vers la fosse. Et sur ce plateau, il y avait des lignes, pas des lignes approximatives, pas des formes que l'esprit arrange pour se rassurer. Des angles droits, des alignements, une trame qui ressemblait trop à un plan pour être un hasard. Une forme centrale presque circulaire. Et autour, des rectangles, comme des blocs, comme des îlots d'habitation. J'ai passé la nuit à faire ce que je fais quand je suis pris de vertige. J'ai vérifié. J'ai cherché la faille qui explique tout. J'ai repris les systèmes de coordonnées. J'ai comparé avec des cartes géologiques. J'ai regardé les modèles de sédimentation. J'ai tenté d'imaginer des formations naturelles qui donnent une grille. Je n'en ai pas trouvé. Le site se situait à environ 80 km au sud de la crête. Une zone qui n'est pas vide, mais qui n'est pas fouillée comme les abords des ports antiques. Là, la mer s'enfonce vite. Les courants peuvent être traîtres. Les fonds sont sombres. Et surtout, les profondeurs rendent tout cher et lent. Au petit matin, j'avais deux possibilités. Soit quelqu'un s'était donné un mal énorme pour fabriquer un faux capable de tromper un professionnel. Soit j'avais devant moi la découverte la plus grave de ma vie, au sens littéral. Grave comme une masse. Grave comme un risque.
J'ai appelé la première personne qui me contredirait sans plaisir. Elena Papadopoulos. Elena est née à Héraklion. Elle a grandi avec la Crète comme évidence. Elle est historienne de l'âge du bronze. Minoenne, mycénien, route maritime, iconographie, écriture ancienne. Elle a cette réputation qui ouvre des portes. Et surtout, elle a une morale de chercheuse. Elle peut être dure, mais elle ne triche pas. Elle m'a répondu vite. Elle m'a demandé de ne rien écrire de sensible par mail. Elle m'a demandé un appel. Sa première phrase a été « Ne prononce pas ce mot ». Je savais lequel. Je l'avais dans la bouche depuis des heures sans oser le dire. Je lui ai décrit ce que je voyais. Je lui ai envoyé les fichiers par un canal sécurisé. Puis j'ai attendu. Quand elle m'a appelé, sa voix avait changé. Elle ne disait plus « c'est impossible ». Elle disait « c'est inquiétant ». Elle m'a dit que les alignements semblaient trop cohérents, que la structure centrale ne correspondait à rien de connu dans ces corpus, que si c'était un canular, il était construit par quelqu'un qui comprenait ce que les archéologues regardent, et que si ce n'était pas un canular, alors il fallait agir avec méthode et avec des autorisations. Elle a insisté sur ce point. Méthode et autorisation. Comme on insiste sur un gilet de sauvetage quand quelqu'un veut courir sur le pont mouillé. Le second appel a été pour Marc Duval. Marc est océanographe, spécialiste des marges actives. Il connaît la Méditerranée comme un mécanicien connaît un moteur fragile. Il est calme, précis et parfois exaspérant de prudence. C'est exactement ce qu'il me fallait. Il a regardé les données. Il a posé des questions techniques. Il a parlé de calibration, d'incertitude, de biais de traitement. Puis il a dit que si c'était réel, ce n'était pas seulement un site archéologique, c'était un problème géologique, juridique, politique. Il a dit que si nous y allions, il fallait un navire sérieux, du matériel redondant, un protocole de sécurité, un plan de gestion de crise et une stratégie pour la protection du site si la rumeur sortait. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. J'ai senti à cet instant que l'histoire prenait une forme concrète, une forme dangereuse. Le troisième appel a été pour Youssef Benali. Youssef est plongeur professionnel et plongeur technique. Il a cette manière de plaisanter tout en vérifiant 3 fois un raccord. Il a des cicatrices, des douleurs anciennes et une discipline de fer. Il aime les défis, mais il respecte la mer. C'est la différence entre les vivants et les légendes. Je lui ai parlé d'une zone profonde. Je lui ai parlé d'un plateau au sud de la Crète. Je lui ai parlé de structures qui semblent humaines. Il a posé la question qui pose toujours. Quelle profondeur? Je lui ai donné la fourchette. Il a fait silence. Puis il a dit que ces profondeurs se gèrent, mais pas avec de l'improvisation. Il a parlé de mélanges gazeux, de recycleurs, de temps fond court, de paliers longs, de supports surface, de caissons hyperbares, de lignes de vie, de discipline. Il a dit que si je voulais descendre, je devais accepter d'aller lentement au début, d'envoyer d'abord un robot, de cartographier, de ne pas se laisser dévorer par l'excitation. Je lui ai dit oui, et je me suis demandé si j'en serais capable. Nous avions une équipe, il manquait l'argent. Et l'argent dans ce genre d'affaires a toujours une odeur. Parfois il sent l'institution, parfois il sent le luxe, parfois il sent le sang. J'ai tenté les voies classiques, université, laboratoire, fondation publique. On me répondait avec prudence. Intéressant mais non prioritaire. Prometteur mais trop risqué. Revenez avec plus de preuves. On me demandait des preuves pour financer la recherche de preuves. J'ai vu se refermer le cercle. Et j'ai senti la panique approcher, parce que j'avais aussi une autre peur. La peur que les données ne soient pas arrivées que chez moi. La peur qu'un autre, plus riche, plus rapide, soit déjà en route. C'est à ce moment que la Fondation Héritage Méditerranéen a appelé. La voix au téléphone était posée, professionnelle. On connaissait mon nom. On connaissait mon article d'autrefois, celui qui m'avait brûlé. On disait admirer mon courage. On disait vouloir soutenir la recherche indépendante. On proposait un financement complet. Navire, sonar, OV, salaire, assurance, logistique, autorisation. Je me suis méfié fort, mais la proposition répondait à tout ce qui nous bloquait. Nous avons eu une réunion en visioconférence, plusieurs personnes, un juriste, un responsable des opérations,
et surtout Alexander Croft. Croft avait un visage lisse, une politesse exacte, un regard qui ne s'attarde pas sur les gens mais sur ce qu'ils peuvent fournir. Il a dit qu'il voulait éviter le chaos médiatique. Il a parlé de protection du patrimoine. Il a dit que la fondation ne cherchait pas des trésors, mais des résultats. Des choses datables, des preuves, du tangible. Elena a demandé qui possédait les données originales et pourquoi elles circulaient. Croft a répondu que les relevés industriels se vendent, qu'il existe des courtiers, que le monde est petit et que lorsqu'un objet ressemble à une ville, la nouvelle se propage même si on ne la publie pas. Mark a demandé les conditions juridiques. Le droit grec. Les autorisations. Les déclarations obligatoires. Croft a assuré que tout serait fait en règle avec des partenaires locaux. Il prononçait les mots corrects. Mais je remarquais autre chose. La vitesse. Il pouvait tout mettre en place trop vite, comme si une partie du dispositif existait déjà. Nous avons reçu le contrat. Et Elena l'a lu comme on lit un piège. Elle a trouvé une clause qui permettait à la Fondation de mandataire des équipes supplémentaires en cas de menace concurrentielle et de procéder à des opérations de sécurisation et de récupération. Le mot récupération a résonné dans ma tête comme un bruit métallique sous l'eau. Mark a dit que cela signifiait qu'en cas de pression, il pourrait nous contourner. Youssef a dit que cela signifiait surtout qu'il voulait garder la main sur ce qui remonte. Je n'ai pas refusé, j'ai justifié. J'ai parlé de science, j'ai parlé de protection du site, j'ai parlé d'urgence. Tout cela était vrai. Et pourtant, la vérité la plus simple était que je voulais y aller, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Avant que le monde se referme et que je reste encore à quai. Nous avons signé avec des protocoles à nous et une promesse entre nous. Dupliquer toutes les données. Ne rien sortir du contexte sans documentation. Et si la Fondation tentait de basculer vers le pillage, nous rendrions l'affaire impossible à cacher. 2 mois plus tard, nous étions à Héraklion. Le navire s'appelait le Poséidon. Ce n'était pas un bateau de prestige. C'était un navire de travail, 60 mètres, pont arrière dégagé, positionnement dynamique, laboratoire humide, laboratoire sec, salle serveur, et surtout un caisson hyperbare. Ce détail m'a rassuré. Ce détail m'a aussi inquiété. Parce qu'un caisson coûte cher, et qu'on ne l'installe pas pour une promenade. Le capitaine Nikos avait la voix rauque des hommes de mer. Il n'a pas posé de questions inutiles. Il a dit qu'il avait été briefé. Il a dit qu'il voulait des procédures claires. Il a dit qu'il n'aimait pas les secrets, parce que les secrets se transforment en accidents. La veille du départ, j'ai reçu un second mail de l'anonyme. Même adresse, même sécheresse. On disait que j'avais signé, donc j'étais pris. On disait de faire attention à la fondation. On disait ce n'est pas une fondation. On disait que le site était sensible. On disait de ne pas descendre avant d'avoir cartographié les accès. On disait surtout de ne pas rester seul sur zone. J'ai montré le message à Elena, Mark et Youssef. Elena a pâli. Mark a dit de ne pas répondre. Youssef a dit que quelqu'un cherchait à nous faire peur, et que la seule question était de savoir qui. Cette nuit-là, j'ai marché sur le pont. J'ai regardé les lumières d'Héraklion. J'ai pensé à la surface et à sa facilité. Puis j'ai pensé aux lignes sur mon écran, aux angles droits sous 200 mètres d'eau, et j'ai senti ce mélange dangereux. L'excitation et la honte, l'envie et la peur. Le sentiment de tenir une vérité et d'être tenu par elle. Nous sommes partis au matin. La crête est devenue une ligne, puis une idée. La mer a pris toute la place. Le Poséidon vibrait doucement sous les moteurs. Dans la salle sonar, les opérateurs préparaient les lignes de relevé. Mark vérifiait les paramètres. Elena relisait des notes, non pas sur l'Atlantide, mais sur les effondrements de côtes, sur les tsunamis historiques, sur les mémoires de catastrophes. Youssef vérifiait encore son matériel, comme si vérifier était une prière. 8 heures plus tard, Nikos a dit que nous étions sur zone. La mer ne montrait rien, pas de signe, pas de couleur particulière. Juste une surface sombre, indifférente. Mark a fait lancer le premier passage sonar de notre propre système. Nous ne voulions pas dépendre de données reçues anonymement. Nous voulions voir par nous-mêmes. Les écrans se sont remplis, les reliefs ont pris forme, le plateau est apparu, et puis la trame, les axes, les rectangles, les alignements. La forme centrale.
Elena a posé la main sur le rebord de la console, comme pour s'empêcher de tomber. Elle a murmuré que ce n'était pas naturel. Marc n'a pas répondu tout de suite. Il a recalibré, recoupé, changé d'échelle, vérifié les incertitudes. Il a fait ce qu'il fait toujours. Puis il a dit que ce n'était pas seulement une anomalie, c'était organisé. Youssef, derrière nous, a dit qu'on allait la voir. J'ai dit pas tout de suite. D'abord on cartographie. D'abord on envoie le robot. D'abord on comprend. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je pensais au mail. Ne descendez pas avant d'avoir cartographié les accès. Nous avons commencé par le ROV, le robot sous-marin, une machine avec des caméras, des projecteurs, des bras manipulateurs et des capteurs. Il pouvait descendre, respirer, sans décompresser, sans mourir. Quand le robot a basculé dans l'eau, j'ai eu un pincement idiot, comme si je regardais un éclaireur partir dans un tunnel dont je ne connaissais pas l'issue. L'écran montrait d'abord une neige de particules, puis le bleu s'est assombri, puis le noir. Les projecteurs ont allumé un cône de lumière, le fond est apparu, et les premières pierres ont surgi comme des os. Nous avions déjà vu des ruines. Mais là, il y avait autre chose. Une impression de plan, une impression de volonté. La caméra glissait le long d'un mur. On distinguait des blocs ajustés, pas de forme arrondie, pas de chaos, des assemblages, des ruptures nettes, des couloirs. Puis le robot s'est avancé vers la structure centrale. La forme circulaire n'était pas un cercle parfait. Elle était un anneau brisé. Des colonnes effondrées, des masses de pierre. Mais on comprenait la tension d'origine, un bâtiment qui avait dominé le reste. Et là, dans la lumière blanche du robot, quelque chose a accroché nos regards. Une silhouette, une statue, ou une stèle, ou une figure sculptée, à demi recouverte de sédiments. Trop grande pour être un objet, trop humaine pour être une simple roche. Elena a dit qu'elle ne reconnaissait pas le style. Marc a dit qu'il fallait mesurer, documenter, ne pas interpréter. Youssef a dit qu'il voulait descendre. Et moi, j'ai senti la bascule. Le moment où une hypothèse devient un engagement. Le moment où l'on comprend que la science n'est plus seulement une recherche, mais une course contre des forces humaines. C'est à ce moment précis que le capitaine Nikos a annoncé un écho-radar à distance. Un yacht, hors route, qui ralentissait. Il est resté loin, mais il est resté, comme un témoin ou comme un garde. Je me suis rappelé la phrase de Croft sur les concurrents. Je me suis rappelé le mail anonyme qui disait de ne pas rester seul. Et j'ai compris que notre première urgence n'était pas de prouver un mythe. Notre première urgence était de survivre assez longtemps pour prouver quoi que ce soit. Bonsoir, ici La Nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Le yacht est resté à distance toute la journée. Il ne se rapprochait pas assez pour provoquer une manœuvre d'évitement, mais il restait assez proche pour être un message. De temps en temps, un reflet sur ses vitres nous faisait lever les yeux, comme si quelqu'un nous envoyait un signal avec un miroir. Dans la salle sonar, personne ne parlait plus pour rien. Les opérateurs travaillaient avec une concentration de nuit de tempête. Marc vérifiait les paramètres encore et encore. Elena notait les détails, puis s'arrêtait, puis reprenait, comme si écrire rendait la chose réelle et que cela lui coûtait. Moi je regardais l'écran du rove. Je regardais la pente descendre vers le plateau. Je regardais la lumière artificielle mordre le noir. Je regardais ces murs apparaître puis disparaître derrière des nuages de particules. Parce qu'à cette profondeur, il suffit d'un souffle, d'un mouvement de propulseur, d'un bras de robot, pour réveiller un voile de sédiments qui n'a pas été dérangé depuis des milliers d'années. Le pilote du ROV a fait glisser la caméra le long d'un alignement. On distinguait une sorte de rue. Le mot était ridicule sous 200 mètres d'eau, et pourtant c'était le mot juste. Une bande de fond plus régulière, des bords plus durs, une géométrie qui trahissait l'intention. Le robot a tourné lentement. Sur la droite, des blocs semblaient former l'angle d'une pièce. Sur la gauche, une masse effondrée, peut-être un toit, peut-être un étage, peut-être un simple éboulis. Elena a chuchoté qu'il fallait éviter d'utiliser trop vite des mots comme maison, temple, palais. Marc a répondu que les mots ne sont pas dangereux, ce sont les conclusions qui le sont. J'ai laissé faire. Je les ai laissés s'équilibrer l'un l'autre, comme ils le faisaient toujours. Une prudence contre une méthode. Puis le robot s'est approché de la structure centrale. De près, ce n'était pas un cercle parfait.
C'était un anneau brisé, des morceaux manqués, des pans entiers s'étaient affaissés. Mais il restait assez de rythme dans les ruptures pour comprendre qu'il y avait eu une construction pensée. Une façade, un accès, peut-être plusieurs. Le robot a descendu sa caméra vers le sol. Et là, dans la lumière froide des projecteurs, quelque chose a semblé nous regarder. Une forme verticale, partiellement enfouie. Le pilote a stabilisé. Il a nettoyé doucement avec un jet d'eau à faible puissance. Pas assez pour arracher, juste assez pour dégager une surface. C'était une statue, ou une stèle. Une figure humaine, trop grande pour être décorative, trop soignée pour être accidentelle. La salle est devenue silencieuse comme si quelqu'un avait coupé l'air. On voyait une poitrine, une épaule, une partie du visage. Les traits étaient lissés par le temps, mais pas effacés. Et surtout, il y avait ce symbole sur le torse. Un cercle avec des lignes qui partaient vers l'extérieur, comme un soleil simple, comme un signe, comme une marque d'appartenance. Elena a dit qu'elle ne reconnaissait pas le style. Marc a dit qu'il fallait mesurer, que l'œil adore se raconter des histoires quand il est ému. Youssef a demandé la profondeur exacte. Le pilote a répondu environ 219 mètres à cet endroit, avec une marge. Youssef a soufflé, puis il a dit que c'était faisable, pas confortable, pas romantique. Faisable, je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je sentais la tentation. La tentation de dire oui tout de suite. La tentation de devenir le premier humain à poser une main sur cette pierre. Je me suis forcé à regarder autre chose. Pas la statue, mais le contexte. Les accès. Les couloirs. Les effondrements. Les pièges. Je me suis souvenu du second mail. Ne descendez pas tant que vous n'avez pas cartographié les accès. Et surtout, ne restez pas seul sur zone. Comme si quelqu'un savait qu'à un moment précis, le site nous ferait oublier notre propre prudence. On a continué la cartographie jusqu'au soir, puis encore le lendemain. L'objectif était simple. Avoir une carte assez précise pour planifier une plongée humaine sans improvisation. Repérer des zones stables. Choisir un point d'entrée, définir un itinéraire, définir un temps fond réaliste. Youssef a insisté pour que la première plongée ne soit pas une exploration, mais une validation. Descendre, vérifier le repère, confirmer la stabilité, filmer, remonter. Peu de mouvement. Peu de sédiments soulevés. Pas d'entrée dans des structures. Il disait que les plongeurs meurent dans les seconds choix. Le premier choix, on le prépare. Le second, c'est souvent un coup de tête. Marc a approuvé, Elena a approuvé. Moi, je voulais discuter, mais je savais qu'ils avaient raison. J'ai donc dit oui. Le soir du deuxième jour, Nikos nous a appelés sur la passerelle. Il a désigné le yacht au loin. Il a dit que le yacht avait changé de position 3 fois. Qu'il faisait des petits arcs, comme s'il cherchait un angle. Comme s'il essayait de lire notre activité. Je lui ai demandé si on pouvait identifier le navire. Il a répondu que le signal AIS était minimal. Pas absent, mais pauvre. Comme un homme qui montre un badge sans donner son nom. C'est à ce moment que mon téléphone satellite a sonné. Le numéro était celui de la fondation. Je suis allé dans une cabine pour parler. La voix de Croft était calme, trop calme. Il a demandé si nous avions confirmé l'existence du site. J'ai répondu que nous avions des preuves sonores et des images ROV montrant des structures anthropiques. Il a demandé si nous avions des objets. J'ai répondu que nous n'avions rien remonté. Il a laissé un silence, puis il a dit que d'autres acteurs pouvaient arriver. Il a dit que la fondation ne pouvait pas se permettre d'être dépassée. Il a dit que le monde aime la première image, la première preuve tangible, la première chose qu'on peut exposer dans une vitrine. Je lui ai dit que l'archéologie n'est pas une chasse aux souvenirs, que sortir un objet sans contexte, c'est le rendre muet. Il a répondu qu'un objet muet vaut mieux qu'un site pillé par un rival. Je lui ai demandé s'il était sur le yacht. Il a répondu par une question. Il a demandé si je contrôlais bien la diffusion de nos données. Il a demandé si je comprenais la nature d'un engagement financier. Il a demandé si je relisais parfois les clauses, puis il a raccroché. Je suis resté quelques secondes à regarder le téléphone comme si c'était un organisme vivant, puis je suis remonté auprès des autres. Elena a vu mon visage et elle a compris. Elle a dit que Croft mettrait la pression. Marc a dit que cela signifiait que l'information circulait déjà plus largement qu'on ne le pensait.
Youssef a dit qu'on devait partir du principe qu'un jour, très bientôt, quelqu'un d'autre descendrait ici. Et alors, le site deviendrait une scène de crime. Cette nuit-là, nous avons mis en place ce que Marc appelait une discipline de données. Double enregistrement, 3 copies. Une sur le serveur du bord, une sur un disque chiffré dans un coffre, une sur un autre disque chiffré confié à Nikos, qui avait accepté, à condition de ne pas connaître le contenu. Elena a choisi des correspondants à terre, des collègues fiables, pas forcément prestigieux, mais rigoureux. L'idée n'était pas de faire fuiter, pas encore. L'idée était de pouvoir sauver la preuve si on nous la confisquait. Youssef, lui, a refait les checklists plongées comme si sa vie dépendait de chaque ligne, ce qui était vrai. Il a imposé des règles qui ont agacé certains techniciens. Pas d'exception, pas de raccourci, pas de petits trucs en plus. Si un paramètre sort, on annule. Le matin du 3e jour, la mer était lisse. Un ciel pâle, un vent léger. Les conditions étaient bonnes. On a décidé de faire la première plongée humaine. Youssef et moi. J'aurais préféré que ce soit lui et un plongeur de sécurité, quelqu'un de plus jeune que moi, quelqu'un de plus robuste. Mais Youssef a insisté. Il disait que je devais être là pour témoigner. Il disait qu'un archéologue qui laisse un autre toucher à sa découverte sans lui, c'est une histoire qui finit mal. Marc a calculé le profil. Un temps fond court. Une descente contrôlée. Un passage bref près du bâtiment central. Une validation de repères. Et une remontée avec palier. Longue. Inévitable. Elena nous a fait jurer de ne rien sortir. Rien. Même un petit fragment. Elle a dit que l'objet le plus précieux pour l'instant c'était l'intégrité. J'ai juré. Je n'ai pas dit que j'avais peur, parce que la peur est contagieuse et que je n'avais pas le droit de la répandre. Sur le pont, l'équipage s'est organisé autour de nous. On a vérifié les recycleurs. On a vérifié les mélanges. On a vérifié les lampes, les secours, les communications. On a fait ce rituel lent qui ressemble à une liturgie moderne. Puis, on s'est mis à l'eau. Le froid s'est insinué d'abord dans les mains, puis dans la nuque, puis dans le ventre. Le bruit du monde a changé. Le navire est devenu une vibration lointaine. La surface est devenue un plafond qui s'éloigne. On a commencé la descente le long d'une ligne. À chaque profondeur, les couleurs disparaissaient. Le rouge d'abord, puis l'orange, puis le jaune. Le bleu restait, puis lui aussi s'assombrissait. À partir d'un certain point, il n'y a plus de paysage. Il n'y a que le faisceau de votre lampe et votre propre respiration. Je surveillais mon ordinateur de plongée. Je surveillais les chiffres. Je me répétais que je ne devais pas regarder trop longtemps le noir autour, parce qu'il vous donne l'impression de tomber alors que vous descendez. Youssef descendait devant moi. Il contrôlait sa vitesse, il jetait des coups d'œil réguliers, il faisait des signes simples, tout allait bien. Puis le fond a émergé dans la lumière, pas d'un coup. D'abord une texture, puis une pente, puis une silhouette. Et là, entre deux nuages de particules, j'ai vu un angle droit, un mur. Nous y étions. Le choc n'était pas de voir de la pierre. J'en ai vu toute ma vie. Le choc était de voir de la pierre taillée, avec cette régularité à cette profondeur. Le choc était d'imaginer que ces surfaces avaient été touchées par des mains humaines dans un monde où la mer était plus loin, plus basse, et où le littoral n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons avancé lentement. Très lentement. Pas pour admirer. Pour filmer. Pour stabiliser. La ville était là, mais elle était aussi fragile. Chaque coup de palme trop près du sol fait un voile. Chaque contact avec un mur pouvait décrocher une concrétion qui révélait quelque chose, ou au contraire l'abîmait. La visibilité changeait sans prévenir. Un instant, on voyait une dizaine de mètres. L'instant d'après, on n'avait plus que 2 mètres et un brouillard de poussière. On a atteint le bord du bâtiment central. Les colonnes étaient effondrées, mais on comprenait leur hauteur. On voyait des cannelures profondes. On voyait des fragments de chapiteaux, des formes qui ne ressemblaient pas aux ordres grecs classiques. Trop sobre pour être coratienne, trop puissante pour être dorique. Autre chose. Et puis, on a vu la statue. De près, elle n'avait rien d'une image romantique. Elle était couverte d'algues. Son visage était en partie mangé par le temps. Mais elle gardait une présence, une verticalité têtue. Youssef a stabilisé sa lampe sur le symbole du torse.
Le cercle et les rayons étaient bien là. Gravé Papin. Une marque durable. J'ai filmé. J'ai pris des photos. J'ai voulu poser la main, juste une seconde, pour sentir la texture. Puis je me suis rappelé ce que j'avais juré. Alors je ne l'ai pas fait. Et à cet instant, un détail m'a frappé. À la base de la statue, il y avait une sorte de rigole, ou d'encoche, comme si un élément avait été fixé là. Une plaque, une tablette, quelque chose qui aurait porté un texte, un nom, une dédicace. Mais il n'y avait rien, soit cela n'avait jamais existé, soit cela avait été arraché, soit cela a été enterré sous le sédiment. J'ai fait un signe à Youssef pour montrer la zone. Il a regardé, il a répondu par un geste négatif. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Il avait raison. Tout ce qui ressemble à une fouille est une tentation de rester. Et rester, c'est mourir. Nous avons commencé à rebrousser chemin. Le retour vers la ligne de descente a été plus difficile parce que nous avions soulevé du sédiment sans le vouloir. On avançait dans une brume. J'avais la sensation absurde que la ville se refermait derrière nous, non pas par magie, mais par simple mécanique de particules. On a retrouvé la ligne. On l'a saisie comme on saisit une vérité simple. Et on a commencé la remontée. Le monde est devenu une suite d'arrêts. Un palier, un autre, une attente, une vérification. Les minutes s'étiraient. Le froid devenait une présence. La voix de Marc, dans l'oreillette, nous guidait avec calme. Les chiffres défilaient comme une sentence. À un palier, Youssef m'a regardé, et même derrière son masque, j'ai compris ce qu'il pensait. Il pensait que c'était réel. Il pensait que ce n'était plus un doute. Et moi, je pensais à autre chose. Je pensais au yacht. Je pensais à la plaque manquante. Je pensais à la pression de Croft. Je pensais à cette idée que quelqu'un pouvait déjà être en train de planifier de venir arracher ce qui manquait à la statue. Quand nous avons enfin rejoint la surface, l'air a eu un goût de métal et de sel. Des mains nous ont aidés à sortir. La lumière du jour m'a semblé trop blanche, trop violente, comme si je revenais d'un autre monde. Sur le pont, Elena attendait. Elle ne posait pas de questions inutiles. Elle regardait seulement nos visages. Je lui ai dit que c'était réel, que les murs étaient taillés, que le bâtiment central existait, que la statue était là. Elena a fermé les yeux une seconde, comme si elle priait, ou comme si elle encaissait un coup. Marc a demandé si on avait remarqué des instabilités, des risques, des fissures. Youssef a répondu que certaines zones pouvaient s'effondrer si on s'y engageait et qu'il faudrait choisir les itinéraires avec soin. Puis Nikos a annoncé quelque chose depuis la passerelle. Le yacht s'était rapproché. Pas beaucoup, mais assez pour que ce ne soit plus une simple présence. Assez pour que ce soit une manœuvre. Le soir même, pendant qu'on sauvegardait les données de la plongée, un canot est apparu sur l'eau, petit, rapide, gris. Il ne portait pas de signe distinctif. Il a tourné autour de nous à distance, puis il est reparti vers le yacht. Nikos a dit qu'il n'aimait pas ça. Il a dit que ce canot n'était pas un canot de promenade. Il a dit que c'était le genre de canot qu'on utilise pour aller vite et revenir vite. Youssef a proposé qu'on mette en place une veille, une vraie, pas seulement un radar, quelqu'un sur le pont avec des jumelles en permanence. Marc a approuvé. Elena a demandé si on devait prévenir les gardes-côtes grecs. Nikos a répondu que sans incident c'était compliqué, mais qu'on pouvait commencer à consigner tout, heure par heure. La mer aime les traces écrites quand les hommes mentent. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je revoyais la statue. Je revoyais l'encoche vide. Je me demandais si c'était un hasard ou un signe que quelqu'un était passé avant nous. Et c'est à ce moment-là, vers 2 heures du matin, que l'alarme du bord a retenti. Pas une alarme générale, une alarme technique. Dans la salle serveur, Marc a été le premier à arriver, puis moi, puis un technicien. Les écrans montraient une activité anormale, un transfert de données vers l'extérieur, intermittent, comme si quelqu'un essayait d'envoyer des paquets en se cachant dans le trafic normal. Le technicien a juré. Il a dit que ce n'était pas une sauvegarde automatique. Marc a coupé la connexion satellite, net. Le silence qui a suivi était lourd. Pas seulement parce qu'on venait de découvrir une tentative d'exfiltration, mais parce que, soudain, la menace n'était plus un yacht à l'horizon. La menace était déjà à bord, ou déjà dans nos systèmes, ou déjà dans notre contrat. Elena est arrivée, les cheveux en désordre, le visage fermé. Elle a demandé qui avait accès à la salle serveur.
Le technicien a répondu que plusieurs personnes, y compris un consultant envoyé par la Fondation 2 jours plus tôt, sous prétexte de vérifier la chaîne de traitement des données. Je me suis rappelé la vitesse avec laquelle la Fondation avait tout mis en place, je me suis rappelé le mot récupération. Et j'ai compris que notre expédition venait de changer de nature. Nous n'étions plus seulement des chercheurs sur un site fragile. Nous étions des témoins sur une scène où d'autres jouaient déjà, avec des règles différentes. Le yacht est resté à distance pendant des heures. Il ne s'approchait pas assez pour gêner les manœuvres, mais il ne partait pas. C'était la différence entre une coïncidence et une intention. On peut croiser un bateau. On ne reste pas immobile au milieu de nulle part par hasard. Nikos a fait comme si de rien n'était. Il a donné ses ordres, il a fait tourner le navire, il a répété que notre zone de travail devait rester propre. Il avait ce calme un peu brutal des capitaines qui ont appris à ne pas ajouter du drame au drame. Mark a proposé qu'on continue la cartographie comme prévu. Il a dit que la meilleure manière de se protéger, c'était de produire des données. Il parlait comme un scientifique, mais aussi comme un homme qui sait que les faits sont des boucliers imparfaits. Un fait peut être ignoré, mais une masse de faits devient plus difficile à effacer. Elena, elle, fixait l'écran où la statue apparaissait encore, figée dans le cône des projecteurs du robot. Elle n'avait pas l'air d'une personne fascinée. Elle avait l'air d'une personne qui vient d'entendre un bruit derrière une porte et qui comprend que la maison n'est plus sûre. Youssef a demandé l'autorisation d'installer un protocole de plongée dès ce soir. Il voulait des briefings, des binômes, des temps limites. Il voulait aussi une règle simple. Pas de descente humaine avant d'avoir une carte des accès et des zones instables. Je l'ai approuvé. Je l'ai dit à haute voix, devant tout le monde, pour que ça devienne une promesse collective plutôt qu'une intention fragile. La nuit est tombée vite. Sur un navire au large, le noir n'est pas le même qu'à terre. Il avale les distances. Il vous fait croire que vous êtes seul alors que vous êtes peut-être observé. Le yacht n'était plus qu'un point de lumière, mais ce point de lumière suffisait. Je suis allé dans le laboratoire sec, j'ai sorti mon ordinateur, j'ai revu les images du rove, j'ai pris des notes encore, comme si écrire pouvait ralentir la réalité. J'ai repensé aux mails anonymes. Ne restez pas seul sur zone. Cette phrase revenait comme un refrain. Vers 23 heures, Nikos a frappé à la porte du labo. Il ne frappe pas souvent. Quand il le fait, c'est qu'il ne veut pas être interrompu. Il a dit qu'un canot quittait le yacht. Je suis monté sur le pont. Le canot pneumatique filait sur l'eau noire. On voyait une silhouette debout à l'avant, tenue par la rambarde. Le canot s'est approché, puis a ralenti. Une voix appelait en grec, puis en anglais. Nikos a répondu, court, sec. Le canot s'est mis le long du bord et 3 hommes sont montés. Ils étaient habillés pour une réunion, pas pour un pont mouillé. Veste sombre, chaussures trop propres, mains sans trace de sel. Le premier avait des cheveux gris et une politesse trop exacte. Le deuxième ne parlait pas et regardait. Le troisième portait une sacoche rigide, comme si elle contenait quelque chose de fragile ou de précieux. L'homme aux cheveux gris s'est présenté. Alexander Croft. Je l'avais vu en visioconférence. En vrai, il donnait une impression différente. Sur un écran, on peut croire à une posture. En face de joue, on sent la dureté ou la souplesse. Croft était dur. Pas agressif, pas nerveux. Dur comme une règle, il m'a serré la main, sa paume était sèche. Il a dit qu'il venait s'assurer que tout se passait bien. Il a dit qu'il avait suivi nos transmissions d'images. Il a dit que la fondation était satisfaite. Il a prononcé le mot fondation comme on prononce un mot officiel. Je lui ai demandé pourquoi il était là, sur zone, au lieu de rester à Athènes ou à Paris. Il a souri comme si la question était naïve. Il a dit que le temps comptait, que des données industrielles circulent, que des acheteurs existent, que la mer a des oreilles au sens figuré. Il a dit que lorsqu'un site ressemble à une ville, il devient une rumeur. Et une rumeur devient un convoi. Marc l'a rejoint. Elena aussi. Youssef est resté un peu en retrait, mais je voyais qu'il écoutait tout. C'est le genre d'homme qui écoute avec tout le corps. Croft a demandé où nous en étions. Marc a répondu avec des mots prudents. Cartographie en cours. Rove en reconnaissance. Identification préliminaire de structures anthropiques. Stabilisation des paramètres. Il ne s'avançait pas, mais il ne mentait pas. Croft a hoché la tête, puis il a dit qu'il attendait des résultats tangibles. Il a utilisé ce mot. Tangible. Elena a dit que le tangible en archéologie n'a de valeur que si le contexte est documenté.
Croft a répondu qu'il le savait, qu'il respectait la méthode, mais qu'il devait aussi protéger l'investissement. Il a dit qu'il existait un risque concurrentiel. Il a dit qu'il ne voulait pas se retrouver dans la situation où une autre équipe remonte une pièce spectaculaire et nous laisse avec des photos. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là. Il a répondu sans hausser le ton. Il a dit que si la situation se compliquait, il avait des équipes capables de sécuriser le site. Sécuriser était un mot propre. Il signifiait autre chose. Elena a demandé si ses équipes étaient des archéologues. Croft a dit qu'il s'agissait de spécialistes. Il n'a pas dit lesquels. Youssef s'est avancé. Il a demandé si ces spécialistes plongent, et à quelle profondeur, et avec quel protocole. Croft a regardé Youssef comme on regarde un outil dont on évalue la solidité. Il a dit qu'ils étaient compétents. Puis il a ajouté que la Fondation comptait sur nous pour éviter d'en arriver là. C'était une menace enveloppée dans un compliment. Après ça, Croft a demandé à voir le poste de pilotage relevé. Il a observé nos écrans. Il a demandé si la statue pouvait être déplacée. Marc a répondu que c'était impossible à ce stade et surtout irresponsable sans études structurelles. Croft n'a pas insisté. Il a simplement noté, je l'ai vu. Il notait tout, pas sur papier, dans sa tête. Avant de repartir, il m'a pris à part, à l'écart des autres. Il a parlé plus bas. Il a dit que si je voulais protéger ma découverte et mon nom, je devais être le premier à produire une preuve indiscutable. Une preuve qui oblige les autorités à réagir. Il a dit que le monde n'aime pas les hypothèses. Il a dit que le monde n'aime pas les hypothèses. Il aime ce qu'il peut montrer. Il a ajouté que la Fondation ne me laisserait pas échouer, que si je ralentissais, ils accéléreraient à ma place. Puis il est reparti. Le canot l'a ramené au yacht. Le point de lumière s'est éloigné un peu, mais il est resté dans la nuit. Quand Croft a disparu, l'air du pont m'a semblé plus froid. Elena a explosé dès que nous avons été seuls. Elle a dit que ce type ne voulait pas sauver le patrimoine. Il voulait le posséder. Elle a dit qu'il était venu pour nous tenir, nous rappeler qui paie, nous rappeler que le navire n'est pas vraiment le nôtre. Marc a dit qu'il fallait rester lucide, qu'on ne pouvait pas se battre sur tous les fronts, qu'il fallait avancer, produire, documenter et se préparer à une fuite d'informations. Youssef a demandé simplement si nous avions un plan si on voyait un autre navire arriver. Je n'en avais pas. Pas un vrai. J'avais des intentions, pas un plan. Cette nuit-là, j'ai pris la décision que je repoussais depuis Marseille. J'ai dit à Marc de mettre en place une duplication complète de toutes les données. 2 copies physiques. Une copie chiffrée envoyée à terre à un contact sûr dès que possible. Pas demain, pas quand on aura le temps. Dès que possible. Elena a approuvé. Elle a proposé 2 collègues à elle, en Grèce et au Royaume-Uni, capables de recevoir sans parler. Marc a dit qu'il fallait aussi journaliser les métadonnées. Horodatage, coordonnées, paramètres. Que personne ne puisse dire plus tard que nous avions fabriqué des images. Youssef a dit qu'il voulait une règle pour les plongées. Toute descente humaine devait être filmée du départ au retour, sans coupe, parce que les coupes créent les soupçons. Et les soupçons tuent la science. Au matin, le yacht était toujours là. Nous avons continué les relevés. Plus finement, plus systématiquement, en quadrillage. Le plateau révélait sa logique, des axes principaux, des segments qui ressemblaient à des rues, des bâtiments de tailles différentes, et des zones effondrées qui dessinaient des cicatrices, comme des fractures. Marc a recalibré la profondeur à partir de nos propres mesures. Les zones les plus accessibles étaient autour de 200 mètres. Certaines parties descendaient plus bas, vers 230. Ce n'était pas une profondeur à banaliser. Mais c'était une profondeur à laquelle un plongeur technique très encadré peut travailler, si tout est réglé, et si on accepte que le temps au fond soit court et la remontée longue. Youssef a établi un profil conservateur. Il a dit qu'il préférait voir moi et revenir vivant. Il a répété cette phrase plusieurs fois. Il savait que je l'entendais, mais il voulait que je la comprenne. Nous avons décidé que la première descente humaine serait une descente de confirmation et de repérage. Pas une exploration héroïque. On descend, on confirme un mur, on confirme une entrée, on confirme la stabilité relative. On filme. On prend quelques mesures simples. On remonte. Le jour de la plongée, tout a pris un goût métallique. On se prépare longtemps pour quelques minutes au fond. Les gestes deviennent rituels. Vérifier, revérifier, annoncer, signer. Les recycleurs ont été montés et testés.
les cellules d'oxygène calibrées, les bayoutes vérifiées, les lampes, les lignes, les communications. Je n'ai pas voulu jouer au chef courageux. J'ai hésité, mais j'ai maintenu que je descendais. Pas parce que c'était nécessaire, parce que je savais qu'une partie de l'équipe attendait que je prouve que je ne suis pas seulement un homme d'écran, et parce que je ne supportais pas l'idée de rester en haut pendant que Youssef voit, et pas moi. Elena n'a pas tenté de m'en empêcher. Elle m'a regardé et elle a dit seulement de revenir. Marc a fixé sur moi un capteur de monitoring. Poules, saturation, température. Il a dit que si ça partait mal, il couperait court. Il ne demandait pas la permission. Il annonçait la règle. Nikos a maintenu le navire stable. Le pont arrière était silencieux, comme un théâtre avant l'ouverture. Nous nous sommes mis à l'eau. Les premiers mètres étaient familiers. La lumière, le bleu, les bulles qui s'écrasent contre le masque, puis tout s'assombrit. La mer change de texture. On n'est plus dans un paysage, on est dans un volume. À 50 mètres, j'ai senti le monde se refermer. Ce n'était pas de la peur pure. C'était la conscience aiguë du poids au-dessus. À 100 mètres, nos lampes faisaient des tunnels de lumière. Le reste n'existait plus. La voix de Youssef arrivait dans mon oreille, déformée. Ce n'était pas comique, c'était inquiétant. Une voix humaine transformée en quelque chose de presque mécanique. À 150 mètres, j'ai pensé à mon appartement de Marseille, à la tasse de café, au mail. Je me suis surpris à me dire que j'avais été plus en danger ce soir-là qu'ici. Là-bas, j'avais cliqué. Ici, je ne faisais que suivre une procédure. C'était une illusion, mais elle m'a aidé. À 180, le fond a commencé à se dessiner comme une ombre plus dense dans l'obscurité, puis nos faisceaux accrochés de la pierre. Un mur, pas une roche, un mur. La différence, on la sent avant de la comprendre. L'angle, la coupe, l'assemblage, les lignes trop droites. Je me suis approché lentement. La pierre était recouverte de concrétion, mais sous la croûte, on devinait des blocs ajustés. J'ai posé ma main gantée sur la surface. Je ne sentais pas le froid. Je sentais la réalité. Youssef a déroulé une ligne de sécurité. Il ne faisait pas confiance au noir. Il avait raison. Dans ce monde-là, on se perd vite, même à deux. Nous avons avancé le long d'un axe qui ressemblait à une rue. Je dis ressemble parce que l'eau a tout simplifié. Les portes, les seuils, les détails ont été rognés, mais la géométrie restait. On pouvait marcher avec le regard, on pouvait suivre une intention. Nous avons atteint une zone plus ouverte où des colonnes brisées reposaient sur le fond. Je les ai éclairées. Elles étaient cannelées. La forme était nette malgré l'érosion, pas du bricolage, pas une imitation, une vraie architecture. Je me suis forcé à ne pas penser aux mots interdits. Je me suis forcé à regarder comme un archéologue. Forme, matériaux, technique, contexte. Youssef a pointé sa lampe vers le sol. Il y avait une marche, puis une seconde. Un escalier qui descendait vers une ouverture effondrée. Un accès à l'intérieur d'un bâtiment. Je me suis rappelé le mail. Ne descendez pas tant que vous n'avez pas cartographié les accès. Je ne savais pas si ce mail voulait nous protéger ou nous contrôler. Mais là, devant un trou noir, je savais une chose. Un trou noir est toujours un piège potentiel. J'ai fait non. Youssef a accepté sans discuter. C'est comme ça qu'on reconnaît un professionnel. Il discute avant, pas au bord du gîte. Nous avons continué vers la structure centrale, sans entrer, et puis je l'ai vue, la statue. Même à distance, elle imposait. Pas par la taille seulement, par la posture. On aurait dit qu'elle attendait, qu'elle regardait vers une lumière qu'elle ne verrait plus. Nous nous sommes arrêtés à quelques mètres, je l'ai filmé. J'ai cadré le symbole sur sa poitrine. Un cercle, des rayons, une forme simple, mais trop nette pour être décorative. Un signe, un nom peut être, une idée. Une particule est passée devant mon masque, puis une autre. Un léger trouble dans l'eau. Youssef a tourné la tête, il a éclairé sur le côté. Rien, le trouble a augmenté. Pas comme un courant, comme une poussière soulevée. Marc a parlé dans l'oreillette. Sa voix était plus stable que la nôtre. Il a demandé nos paramètres. Il a demandé si tout allait bien. J'allais répondre quand Youssef a dit qu'il entendait quelque chose. Je n'entendais rien. Sous l'eau, on entend surtout soi-même. Mais lui, il a cette sensibilité étrange. Peut-être à l'habitude, peut-être à la peur domestiquée. Il a répété. Un bruit sourd, lointain. J'ai regardé autour. Je n'ai vu que le noir et les murs. Puis très doucement, une vibration a traversé la pierre sous ma main, comme un grondement à travers le sol. Un instant plus tard, une pluie fine de sédiments s'est détachée d'un mur.
Pas beaucoup, mais assez pour que je comprenne. Le site bougeait encore, pas comme une vie vivante, comme un corps mort qui n'a pas fini de se décomposer. Youssef a fait le signe de remonter, je n'ai pas protesté. Je n'ai pas essayé de négocier quelques minutes de plus. Cette fois, je l'ai écouté vraiment. Nous avons tourné le dos à la statue et nous avons suivi la ligne. Nous avons commencé la remontée. À 150 mètres, le grondement a disparu. À 120, l'eau était de nouveau plus claire. Mais j'avais la sensation que quelque chose nous avait frôlé. Pas un animal, pas un courant. Quelque chose de plus simple. Le risque brut. Les paliers ont commencé. Long, monotone. On flotte, on attend, on surveille. Le temps devient une matière. On pense, puis on essaie d'arrêter de penser. Quand nous avons enfin rejoint la surface, j'ai arraché mon masque et j'ai respiré comme si c'était la première fois. Sur le pont, Elena a attrapé mon bras. Elle n'a pas demandé si j'avais vu la statue. Elle a demandé si tout allait bien. Marc a regardé ses écrans. Il a vu la variation. Une micro-secousse enregistrée sur nos capteurs. Faible, mais réelle. Il a dit que c'était peut-être un petit événement sismique, normal dans une zone comme celle-ci. Mais normal ne veut pas dire sans conséquence. Nikos a annoncé qu'un second écho-radar venait d'apparaître, loin au sud-ouest. Un navire plus grand que le yacht. Il venait lentement, mais il venait. Je me suis assis sur une caisse, encore trempée, et j'ai compris que la course commençait vraiment maintenant. Nous avions une preuve. Des vidéos, des mesures, une descente filmée. Mais pas encore ce que Croft appelait tangible. Rien qui se tienne dans une main. Et la pression allait monter. De l'eau et des hommes. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.